À 2h47 heure locale, 4 bombardiers furtifs B-2 Spirit, indicatifs d'appel Pro 41 à Pro 44, pénétraient l'espace aérien iranien selon 3 axes distincts. Leur objectif, anéantir les sites de stockage de missiles balistiques iraniens enfouis dans de profondes grottes souterraines disséminées à travers le pays. Les Iraniens croyaient leurs engins à l'abri, ignorant qu'ils allaient bientôt découvrir la puissance du triangle de la liberté. Pro 41 et Pro 44 se trouvaient à 90 miles au sud-est de la base de missiles nord de Tabriz. Les commandants de mission étaient plongés dans les calculs finaux de largage. Le site visé présentait une ingénierie impressionnante avec 8 ouvertures de grottes et 6 puits verticaux permettant aux Iraniens de lancer leurs projectiles directement vers le haut, même depuis l'intérieur des cavernes. Les calculs étaient impitoyables. Cap, vitesse, heure, direction et force du vent, plus une demi-douzaine d'autres paramètres pour déterminer le point précis dans l'espace où libérer les charges. Et au beau milieu de ces équations, les radios crachent une alerte. VIP1 ici. 2 contacts en 0,45, montant à travers les 20 000 pieds. Probablement des Fulcrum. 2 MiG-29 décollant de la base aérienne de Tabriz, située à peine 15 miles du complexe de missiles. Pro 41 et 44 se retrouvent soudain exposés. Les équipages des B-2 encaissent l'information en silence total. Toute émission radio peut être détectée, localisée, exploitée. Le silence est une règle absolue. Mais silence ne veut pas dire sérénité. Le problème est clair, un B-2 face à un MiG-29, c'est comme un milliardaire en smoking coincé dans une ruelle sombre, riche mais sans armes, ne devant sa survie qu'à l'espoir de passer inaperçu. Les radars sol iraniens cherchant un Spirit, autant chercher une aiguille précise dans une plage nocturne. Mais un MiG-29 dispose d'un capteur infrarouge de recherche et suivi, IRST, qui ignore totalement la section radar. Il traque la chaleur. Et 4 moteurs General Electric F-118 propulsant un appareil de 150 tonnes dans l'air raréfié ne sont pas froids. Si les MiG s'approchent à moins de 30 miles, ils pourraient capter la signature thermique. Pourrait n'est pas un mot que les pilotes de B-2 aiment entendre. C'est pourquoi ils avaient emmené des amis. Les deux F-22, indicatifs VIP1 et VIP2, passent en pleine puissance et virent vers les contacts. Le radar APG-77 de VIP1 verrouille les 2 MiG à 60 miles. À cette distance, les Iraniens ne voient rien sur leur radar russe livré l'année précédente précisément pour contrer ce genre de menace. À bord de Pro 41 et 44, les commandants de mission observent leurs escorteurs s'éloigner sur l'écran tactique. 2 triangles filant nord-est, 2 triangles rouges grimpant sud-est. Une géométrie qu'ils ne maîtrisent pas. Ce qu'ils contrôlent, c'est le largage. Le chronomètre affiche 70 miles avant libération. 12 minutes. Il faut que ces MiG disparaissent avant l'ouverture des portes, car portes ouvertes, la section radar du B-2 explose par un facteur 100. À 12 miles, n'importe quel radar iranien, sol ou aérien, regardant au bon moment reçoit un cadeau inattendu. Les commandants continuent leur travail. Coordonnées d'impact confirmées. Séquence d'entrée de tunnel verrouillée. Impossible de lever la tête. Dehors, les F-22 resserrent les taux. À 50 miles, VIP1 passe en mode actif volontairement. Il veut que les MiG sachent qu'ils ne sont plus seuls. Les récepteurs d'alerte radar s'allument dans les 2 cockpits iraniens. 2 verrouillages distincts. Le leader vire sec à gauche et descend, se dirigeant vers la crête montagneuse où le pluté terrain brouille tout. Son ailier suit. Il ne fuit pas, il manœuvre, exploitant les vallées au nord-ouest de Tabriz pour rompre le verrou, se repositionner. Le pire scénario possible. Des MiG qui fuient, problème simple, on les laisse. Des MiG en ciel ouvert, problème simple, on les abat. Des MiG qui se cachent dans le QT et reviennent sonder le couloir toutes les quelques minutes. Partie de chat et souris qui consomment du temps précieux. Pro 41 n'en a pas. VIP1 perd le contact. Masquage terrain, dernier relèvement 0,30. 9 minutes avant largage. Les commandants enchaînent la checklist de bombardement en silence tandis que 2 contacts rouges clignotent dans et hors du QT sur l'écran tactique. VIP2 repère l'ailier en premier. Bref flambée infrarouge des moteurs qui réchauffent en sortant d'un virage en vallée, relèvement 0,25, 15 miles, en montée. Il tente une nouvelle incursion vers le couloir. VIP2, contact. Unique fulcrum nord-est, montant à travers 15 000 pieds. Engagement. Le pilote de Raptor vire et tire. L'AMRAAM file à Mach 4, chercheur verrouillé. À 15 miles, cela devrait être routinier, mais le pilote iranien voit l'alerte de tir et effectue la seule manœuvre qui peut le sauver.
Il roule sur le dos et plonge droit dans un canyon. Les parois avalent entendent l'avion. Le chercheur de l'AMRAAM perd le retour dans le Pluté-Sol, un missile valant plus cher qu'une maison finit contre une montagne au lieu d'un MiG. Ils ne surpassent pas les Raptors en performance. Ils exploitent la topographie qu'ils connaissent par cœur depuis des années pour empêcher des tirs nets. Chaque fois qu'un MiG dépasse la ligne de crête, les F-22 n'ont que quelques secondes avant qu'ils replongent. Pas assez pour qu'un missile rattrape avant que la cible disparaisse derrière le granit. C'était la partie de Whack-A-Mole la plus mortelle jamais jouée. Sauf que les taupes volaient à Mach 1,5 et que chaque coup coûtait $1 million. 6 minutes avant largage. Pro 41 et 44 sont verrouillés sur trajectoire. Les pilotes n'ont pas touché les commandes depuis 4 minutes. L'autopilote maintient cap et altitude avec une précision inhumaine tandis que l'équipage gère le reste. Les commandants suivent 3 flux simultanés, la checklist de largage, les F-22 chassant dans les montagnes, et la WAX traquant le second MiG dans les vallées en contrebas. VIP1 localise le leader. Il a tourné sud et remonte vers Tabriz à basse altitude. Direction incertaine. Fuite vers la base? Ou large virage pour une nouvelle tentative sur le couloir? Dans tous les cas, il reste sous la crête. VIP1 ne peut le maintenir assez longtemps pour tirer. 4 minutes. Le commandant annonce la séquence finale. Porte de soute dans 90 secondes. 10 secondes d'exposition maximale. Tout dans cet avion au revêtement furtif, forme courbe, matériaux absorbants, vise à réduire la section radar à la taille d'une bille. Portes ouvertes, la bille devient une grange. VIP2, le fulcrum plonge à nouveau dans le relief. L'ailier a abandonné sa seconde incursion et replongé dans les vallées. VIP2 suit la signature hier qui s'estompe derrière une crête. Il est toujours là, comme le leader. 2 MiG-29 jouant à cache-cache dans des montagnes qu'il maîtrise mieux que quiconque. Trop rapide pour les ignorer. Trop enfoui dans le Pluté pour être éliminé. 2 minutes. Le commandant tranche, les MiG sont en dessous et derrière. Géométrie actuelle les place hors de 30 miles. Détection IRST à cette distance, à travers le relief, contre un B2 à 42 000 pieds? Improbable. Pas impossible. Improbable. Le mot que les équipages B2 détestent. Il autorise la poursuite à 2h59. Porte de soute ouverte. Lanceur rotatif en rotation. Acquisition GPS confirmée sur toutes les armes. Quelque part dans les montagnes en contrebas, 2 pilotes de MiG-29 chassent encore une cible invisible. Ils ne la trouveront jamais. Mais pendant ces 10 secondes, si l'un d'eux surgit au-dessus d'une crête avec son IRST pointé pile sur le bon morceau de ciel, les B2 sont vulnérables. Les GBU-31 tombent dans la nuit iranienne. Chaque kit de guidage déploie 4 ailerons, corrigeant 10 fois par seconde, dirigeant 2000 livres d'acier trempé vers des points d'impact répartis sur un demi-mile de montagne. Porte refermée. La bille redevient bille. Les 3 premières frappent l'entrée et du tunnel à vitesse terminale. 2000 livres de pénétrateur rencontrent du béton armé. L'entrée ne se fissure pas, elle s'effondre. Des tonnes de roches dévalent la pente, obstruant l'ouverture sous des centaines de tonnes de débris. Le schéma se répète sur tout le complexe, 3 par entrée. Les trappes de plafond, conçues pour s'ouvrir vers le haut contre la gravité, s'écrasent vers le bas dans les silos de lancement quand les pénétrateurs traversent puis explosent à l'intérieur. Pro 41 et 44 virent ouest. 14 heures de vol restantes. À 170 000 $ l'heure de vol, le retour coûtera plus cher qu'un diplôme universitaire. Derrière eux, la montagne continue de s'affaisser. Et quelque part dans les vallées sous Tabriz, 2 pilotes de MiG-29 tournent en rond au-dessus d'une cible qui n'existe plus. 600 miles au sud, Pro 42 entre dans une situation que la furtivité seule ne peut résoudre. Pro 42 est à 8 minutes de largage quand 2 crises surgissent simultanément. La première veut détruire l'équipage. La seconde veut l'aider. Après qu'Israël a démantelé les batteries S-300 fournies par la Russie l'an dernier, les ingénieurs iraniens ont développé un radar phase d'arrêt mobile national sous sanction, portée d'engagement environ 150 km. L'armée israélienne l'a baptisé SA-65 par la suite. Moins performant que le S-300, mais suffisant pour gâcher la soirée d'un B2. Cette batterie se cachait dans les montagnes au sud d'Ispahan depuis 3 heures, attendant une cible digne d'être révélée. À 3h11, son radar verrouille Pro 42. Le commandant de batterie s'engage. Il tire sa chance. Le groulet de l'escorte de Pro 42 capte l'émission instantanément.
Le brouillard de nouvelle génération ALQ249 inonde la fréquence de suivi avec une puissance qui transforme l'écran SA65 en bruit électronique. Un F-35 qui cataloguait passivement cette source depuis 90 minutes transmet les coordonnées gris via Link 16 à un groulet en orbite 40 miles à l'ouest. Le groulet largue un AGM-88 armes de son pylône. Moteur à statoréacteur intégré, Mach 4 en montée. 60 secondes. C'est le temps de vie restant de la batterie SA-65. Mais c'est aussi le temps qu'il faut à un missile pour obtenir une solution de tir sur une cible à l'altitude de Pro 42. La course est lancée, arme contre SM, le B2 est la ligne d'arrivée des deux. 7 minutes avant largage. Le commandant de mission traite 16 points d'impact sur 2 complexes de grottes au sud-ouest et nord-ouest d'Ispahan. 3 bombes par entrée de tunnel. Même calcul qu'à Tabriz, sans les ouvertures de plafond. Ça devrait être plus simple. Devrait est un mot relatif ici. C'est alors que la voix du contrôleur KO coupe la fréquence avec un ton qui n'a rien à faire dans un appel de déconfliction ordinaire. Pro 42, stand-by. Conflit d'espace aérien couloir 2. Multiples amis traversent la ligne de coordination. Le couloir vers Ispahan était chorégraphié à la seconde près. Chaque appareil dans sa boîte, chaque boîte séparée par altitude et géographie. Puis 4 TEL, transportés rector launchés, sortent d'une entrée de grotte 18 miles à l'est d'Ispahan.
2 minutes avant largage. Le commandant a reprogrammé 12 des 16 points. Ses doigts n'ont pas arrêté depuis l'appel KO. L'ailier israélien frappe le second aile. Les 2 derniers camions se dispersent dans des cols différents. Problème pour quelqu'un d'autre dans 1 heure. Les 2 Hadir virent sud, retraversent la ligne de coordination. Pro 42, couloir 2 ouvert, clear dot. 60 secondes. Le commandant termine les 4 derniers poids. Il confirme la séquence. Les 16 armes suivent les coordonnées ajustées. À 3h17, porte de soute ouverte. 16 GBU 31 tombe vers 2 complexes de grottes au sud-ouest et nord-ouest d'Ispahan. La montagne fait ce que les montagnes font quand on enfonce leur porte d'entrée avec des pénétrateurs, elles s'effondrent vers l'intérieur, se scellent, 3 par entrée. Roches et béton armés dévalent, ensevelissant tout à l'intérieur. Pro 42 vire vers la maison. 300 miles au sud-est, Pro 43 approche d'une cible que les 2 autres équipages n'ont pas eu à gérer. Un complexe de grottes qui ne reste pas silencieux dans l'obscurité. Celui-ci tire. À 3h22 heure locale, l'équipage de Pro 43 entend la guerre se dérouler à la radio. La voix du contrôleur AWACS a une tension absente 20 minutes plus tôt. Phrase courte, rapide, le rythme de quelqu'un qui suit des événements qu'il préférerait ne pas suivre. 300 miles au sud-est, à l'intérieur d'un complexe de grottes près de Kermanshah, les équipes de missiles iraniennes chargeaient des projectiles dans les baies de lancement aussi vite que leurs chargeurs automatisés pouvaient tourner. Ce qu'elles ignoraient, un commandant de mission à 42 000 pieds comptait leur cadence et prévoyait de l'utiliser contre elles. Multiples lancements balistiques en 173, source gris correspond au paquet cible Kilo 7. Kilo 7, c'est la cible de Pro 43, un complexe de missiles dans les montagnes près de Kermanshah, en train de tirer activement des missiles balistiques par les ouvertures supérieures, sur des trajectoires visant les installations de coalition dans le Golfe. Base à Ludeid, Al-Dafra, où les batteries patriotes et THAAD tournent à plein régime pour intercepter les rentrants. Cette installation est en combat actif. Elle alimente des trajectoires plus vite que les stocks d'intercepteurs de la coalition ne peuvent absorber. Chaque minute où elle reste opérationnelle équivaut à un projectile supplémentaire.